Coucou! J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la première vidéo de 2026. D'ailleurs, je vous souhaite une très bonne année 2026, qu'elle vous apporte joie, bonheur et réussite dans vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Pour cette toute première vidéo de l'année, je voulais faire comme l'année dernière et vous présenter mes lectures de 2025. Alors, cette année, je n'ai pas fait que lire, j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, j'ai aussi écouté. Grâce à l'abonnement Spotify, j'ai la possibilité d'écouter des livres audio et c'est vrai que ça me fait gagner beaucoup de temps et j'apprécie de plus en plus ce mode de lecture. Du coup, grâce aux livres audio, cette année, j'ai continué de lire la saga Assoiffé avec le tome 5, si je ne dis pas de bêtises. Alors, cette saga, je sais pas trop quoi en penser. L'histoire me plaît, le fond me plaît, j'adore l'univers, j'aime bien les personnages. Par contre, qu'est-ce que c'est long! Et parfois, c'est long pour rien! Des discussions entre Hudson et Grace qui pourraient être abrégées en 3 lignes qui durent 20 ans. Pendant ce genre de passage, je décrochais complètement et j'étais plus focalisée sur l'activité que j'étais en train de faire en parallèle de ma lecture plutôt que d'écouter la lecture. Ça m'a presque saoulée. Donc là, j'ai mis du temps à le finir. Je suis quand même au tome 8. Voilà, j'ai réussi en fin 2025 à arriver au tome 8. Ce qui est pas négligeable. Donc voilà, à part les dialogues superflus et les situations parfois inutiles de disputes ou de conversations inutiles, j'aime beaucoup cette saga, j'aime beaucoup l'histoire et j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe à la fin. Heureusement que je les ai pas achetés parce que j'aurais sûrement regretté mon achat si j'avais acheté les livres. Donc je suis bien contente de les écouter et pas de les avoir achetés en physique. Je me rends compte que je suis super dure avec les livres, mais c'est pas méchant, c'est juste que je pense que j'ai passé l'âge de ce genre de description à rallonge pour décrire des activités de la vie quotidienne pas intéressantes. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette saga parce que je suis à 2 doigts de lâcher quoi. Donnez-moi envie de continuer à la lire. Sinon, dans un tout autre registre, cette année, j'ai lu L'endométriose de Clara, qui est en fait une BD plus qu'un livre, qui raconte l'histoire de Clara qui découvre son endométriose, Clara qui doit avoir 15 ou 16 ans. Et on découvre sa vie d'adolescente avec ses douleurs menstruelles, ses copines qui s'inquiètent, et elle qui est en train de se rendre compte que ses douleurs elles sont pas si normales que ça, que ses copines elles ont pas aussi mal. Et malgré le fait qu'elle en parle à sa mère, ils mettent du temps à trouver un diagnostic. Et ça retrace complètement le parcours d'une endo-girl qui met plus de, parfois 7 ans à trouver un diagnostic. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée, je me suis reconnue dans pas mal de situations de Clara, et c'est un très très bon livre à mettre entre les jeunes pour comprendre de manière ludique, pédagogique, ce qu'est cette maladie, ce qu'elle représente, ce qu'elle entraîne et comment une personne qui en est atteinte vit et comment son entourage peut l'aider. C'est un livre en partenariat avec EndoFrance, l'association française de l'endométriose, qui est très très importante actuellement. Il n'existe aucun traitement spécifique et efficace contre l'endométriose. Aujourd'hui, malheureusement, on ne soigne pas l'endométriose. Je pense que c'est un livre qui devrait se retrouver dans tous les CDI de collège et de lycée. Vraiment, ce serait hyper pertinent. Dans le même esprit, j'ai aussi lu Le cri du ventre d'Enora Malagré qui retrace en fait l'histoire d'Enora et son histoire avec l'endométriose. Au début, j'avais du mal à accrocher avec le personnage d'Enora Malagré. Alors je dis personnage parce que je sais que la personne que je vois à la télé n'est pas forcément celle qu'elle est en vrai. Et j'ai été très surprise en lisant sa biographie de voir à quel point elle souffre, à quel point elle se bat contre sa maladie ou avec sa maladie, ça dépend du point de vue de chacun. Et je me suis rendu compte qu'au-delà de ce personnage grande gueule, qu'elle est quand même un peu, Nora elle a pas la langue dans sa poche, elle est forte, elle se bat, elle veut vivre avec cette endométriose même si elle souffre le martyre et c'est vraiment une battante. Et j'ai apprécié ma lecture pour ça. Alors je dis lecture mais celui-là aussi je l'ai eu en audio. Sinon, j'aurais jamais acheté un livre d'Enora Malagré. Il est apparu dans mes suggestions et je me suis dit pourquoi pas si à un moment j'ai le temps. Et c'est vrai que je suis contente d'avoir découvert ce livre. Par contre, je ne le recommande pas en première lecture pour découvrir l'endométriose parce que elle parle avec des mots crus. Alors, elle explique ce qu'est l'endométriose, mais c'est une approche très brutale, très, très vivante. Et peut-être que pour appréhender l'endométriose, mieux vaut commencer sur des livres comme l'endométriose de Clara que je vous ai présenté juste avant. Un autre livre que j'ai lu cette année, mais je l'ai pas en physique, il est chez mes parents, c'est un livre de Guillaume Musso, La fille de papier, que je n'ai pas réussi à terminer. C'était mon 2e Musso, le premier étant
Une histoire d'avion, si je reste ou si je pars? Je ne sais plus, je mettrai le nom du livre à l'écran. Premier livre que j'avais adoré, vraiment top. Par contre, ce deuxième roman, je sais pas pourquoi, j'ai pas accroché, c'est peut-être l'histoire entre la réalité et la fiction qui m'a pas plu, j'arrivais pas à savoir si c'était vrai ou si c'était faux, parce que durant tout le long, on voit quand même les autres personnages qui voient cette fille de papier. C'est un peu bizarre. Alors, dans La fille de papier, on suit l'histoire de Tom, un écrivain qui a le syndrome de la page blanche, et il est dans l'incapacité d'écrire à nouveau. Surgit alors, en pleine tempête, l'héroïne de son roman, Billy, qu'il ne s'attendait évidemment pas à voir surgir dans la vraie vie. Et ensemble, ils vont vivre une aventure qui permettra peut-être à Tom de se remettre à écrire, puisqu'elle a été très claire. S'il ne se remet pas à écrire, elle mourra. Alors, le pitch elle a vraiment bien comme ça, mais c'est pas un roman sur lequel j'ai accroché, je pense que j'arrivais pas vraiment à savoir si c'était de la réalité ou de la fiction, donc ça m'a trop perturbée, parce que même les autres personnages qui entourent Tom voient Billy, et en fait je me dis mais attends, mais du coup c'est de la réalité, c'est de la fiction. Moi j'ai pas réussi, je me suis arrêtée aux 50 dernières pages, j'ai vraiment pas réussi à faire la fin, donc tant pis, c'est comme ça. Peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que j'étais pas dans le bon mood. S'il y a un autre livre de Musso qui m'intéresse, je vous tiendrai évidemment au courant, mais pour l'instant ça me donne pas envie de continuer ma lecture sur du Musso. J'en avais parlé cet été dans la vidéo Pile à lire me semble-t-il. Je me suis essayée à la dark romance avec le livre Troublemaker de Laura Swan. Alors là c'était en audio avec Spotify, c'était très très bien raconté, la voix des deux personnages était super, mais alors par contre qu'est-ce que c'est dur la dark romance. Bon, je savais dans quoi je m'embarquais, hein, mais waouh! Disons que lorsque je finissais un chapitre, j'étais dans le même état émotionnelle, d'angoisse, de tristesse, bon, toutes les émotions négatives que vous voulez, que la personnage, et ça a impacté vraiment ma soirée, et c'est là où je me suis rendu compte de l'impact que peut avoir la lecture sur nous, sur notre cerveau. C'est pas une lecture que je recommande aux plus jeunes, vraiment il faut avoir la majorité pour lire ce genre de roman. Mais alors, Troublemaker, de quoi ça parle? On y suit l'histoire de June, une lycéenne londonienne qui vit dans une famille dysfonctionnelle avec une belle-mère maltraitante. Et dans son école, c'est pas mieux puisqu'elle se fait aussi maltraiter par ses camarades. Donc June survit comme elle peut à cette dernière année de lycée. Et un soir, elle est seule à son domicile, sa maison se fait cambrioler, elle se retrouve avec l'un des 3 cambrioleurs qui lui ordonne de se taire si elle veut rester en vie. Et elle découvre que ce cambrioleur est aussi le prof de maths qui vient tout juste d'arriver au lycée. Donc ils sont tous les deux liés à un secret qu'ils ne peuvent révéler et ils vivent avec ça, et donc Shane, ce prof de maths et cambrioleur, devient le bourreau de June. Est-ce que ça vous donne envie? Je sais pas, en tout cas je dormirais pas sur mes 2 oreilles si je vous le recommandais, parce que vu dans l'état dans lequel ça m'a mis, j'ai pas envie de propager ce genre de lecture à d'autres personnes. Donc vous faites bien ce que vous voulez, mais attention au trigger warning, lisez bien la première de couverture pour voir de quoi traite ce roman. Pour continuer l'année, évidemment, j'ai lu 2 livres de Morgane Moncomble avec Fall in Again et L'As de pique, qui ont été 2 petites pépites, mais de toute façon, toutes les œuvres de Morgane Moncomble, généralement, j'y vais les yeux fermés. C'est pour ça que l'autre jour sur Vinted, il me manquait des livres de Morgane Moncomble, j'ai même pas lu le résumé, je les ai achetés parce que je sais que ça va me plaire, et là, je sais qu'elle est en préparation de 3 ou 4 tomes d'une nouvelle série, et il me tarde vraiment que ça sorte. Bref, reparlons de ces 2 romans. Le premier que j'ai lu, c'est Fall in Again, où on suit l'histoire de 2 personnes, Fleur et Aaron, qui étaient amis d'enfance et qui se sont promis, par lettre interposée, un amour digne des plus grands K-dramas. Malheureusement, la vie les sépare, et 16 ans plus tard, lorsqu'ils se recroisent, Aaron semble avoir complètement oublié son histoire d'amour avec Fleur, jusqu'à ne pas la reconnaître. Donc que s'est-il passé pour qu'Aaron ne reconnaisse pas Fleur, la fille avec qui il a eu une histoire d'amour? On a 2 personnages avec des caractéristiques particulières, avec Aaron qui est surdoué mais solitaire, qui ne parle pas trop, et Fleur qui est une écrivaine romantique et fauchée qui a perdu toute confiance en elle. Ça donne le ton. Beaucoup d'humour, évidemment, beaucoup de rebondissements aussi, ça c'est bien. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? 5 étoiles? C'est tout ce que je peux dire de plus sur ce roman. Un parfait roman sous le plaid avec une tasse de thé ou un chocolat chaud, ou parfait en plein été sur une serviette à la plage. Enfin vraiment, il n'y a pas de saison pour lire du Morgane Moncomble. À part ces romans season, évidemment.
Le deuxième roman que j'ai lu est L'As de pique, alors qui n'est pas la suite de L'As de cœur, mais qui reprend la vie de deux personnages que l'on croise dans L'As de cœur. Donc là aussi, on suit l'histoire de deux meilleures amies d'enfance, avec Daisy Coleman, qui est la chanteuse la plus en vogue du moment, qui a tout pour être heureuse, hormis la seule chose qu'elle désire depuis toujours, Thomas Kalberg, le meilleur ami de son frère, et le seul homme incapable de l'aimer. Thomas a toujours rejeté les avances de Daisy, cette jeune femme qui le suivait partout du regard, mais le voilà de retour après 4 ans d'absence et tout a changé. En devenant son garde du corps, son seul but est de la protéger coûte que coûte. Le plus dur s'avère toutefois de garder ses distances puisque le regard de Thomas sur Daisy a changé. Daisy est devenue une jeune femme et n'est plus une enfant. Ah oui, et la quatrième de couverture se termine en disant « Sociopathe ou non, Thomas Kalberg tombera amoureux d'elle, elle s'en fait la promesse ». Effectivement, dans ce livre, on suit un personnage antipathique, sociopathe, et c'est très intéressant de voir cette psychologie-là. Comme d'habitude, Morgane Moncomble se renseigne énormément avant d'écrire sur des sujets en particulier. On comprend assez la psychologie de Thomas pour se mettre à sa place et comprendre ce qu'il veut dire quand il dit qu'il n'aime personne, qu'il est incapable d'aimer. Il y a un soupçon d'enquête, puisque Daisy est traquée, alors je vous spoil rien, hein, Daisy est visiblement traquée par un admirateur secret, mais pas si secret parce qu'elle le connaît, mais elle le connaît sans l'avoir vraiment vu, et il devient de plus en plus virulent. Donc Thomas va tout faire pour la protéger évidemment. Pareil, une lecture à mettre sous le sapin, à lire au coin du feu ou au bord d'une piscine. Cet été, j'ai lu The Good Girl, que j'ai découvert totalement par hasard en librairie, et quand j'ai vu la... C'est vrai que là, pour le coup, c'est la couverture qui m'a appelée. Je l'ai trouvé très jolie, et là, on y suit l'histoire d'un meurtre, le meurtre de Emma Baines. Donc après ce meurtre, 3 filles de sa classe de terminale sont directement propulsées en haut de la liste des suspects. On a Claude la fêtarde, Avril la cheerleader, et Gwen qui ferait tout pour une bonne note. Que ça leur plaise ou non, chacune d'entre elles a une étiquette qui lui colle à la peau. Emma, c'était la jeune fille gentille, mais les apparences sont parfois trompeuses, et la vérité sur ce qui est réellement arrivé se trouve peut-être juste sous le nez de tout le monde. J'ai pas l'habitude de lire des polars, mais là je sais pas, ça me donnait envie en plein été, j'étais au Pays Basque, et je me voyais bien lire ce polar sous une canicule, alors que pourtant ça se déroule en plein hiver et à la montagne, mais non, ça m'a beaucoup plu, j'ai vraiment pas deviné la fin. Alors après je cherchais pas forcément à deviner, j'avais quelques hypothèses, mais je suis pas le genre de lecteur qui cherche à deviner absolument la fin avant tout le monde. Je me suis plutôt laissé porter et ça a fonctionné, parce que des fois je sais que quand on se laisse trop porter par une lecture, on finit par ne pas repérer les éléments, des petits indices disséminés par-ci par-là. Et là pour le coup, je me suis plutôt laissé aller et j'ai réussi à comprendre, donc très agréable. J'ai enfin terminé QI de Christina Dalcher, qui est un livre que j'ai mis énormément de temps à lire. Déjà, ça faisait très longtemps qu'il était dans mes bibliothèques, ça devait faire 2 ou 3 ans. Il y est aussi avec Vox, qui est un autre livre de cette même auteure, qui traite pas du même sujet, mais c'est dans le même esprit. Et c'était des lectures qui me tardaient vraiment de débuter et de dévorer. Et en fait, je l'ai pas si dévoré que ça. Je l'ai vraiment pioché petit à petit. Alors peut-être parce que c'est pas forcément très fluide, et moi des fois j'ai pas envie de me prendre la tête avec des lectures trop compliquées. C'est pour ça que je pense que j'ai mis du temps à le lire. Je suis satisfaite de la fin, oui et non. Bon, voilà, c'est fait quoi. Enfin, c'est terminé. Mais j'en ressors pas avec un gros changement en moi. Souvent quand je termine les livres, je suis là en mode oh, trop bien, ah, c'est génial, et pendant quelques heures, je suis encore dans cet état dans l'état dans lequel je termine mon livre, qu'il soit positif ou négatif, et là vraiment ça ne m'a rien procuré. Donc un peu déçue, j'espère que Vox me plaira un peu plus, mais je pense vraiment qu'il ne faut pas que je tarde en lisant mes romans. Je pense que c'est pour ça que je l'ai pas apprécié à sa juste valeur, j'ai mis trop de temps à le lire. QI, ça parle de quoi? Ne pas vouloir laisser d'enfants à la traîne, c'est tous les pénaliser. Trop d'élèves, pas assez d'enseignants. Avec le programme Famille idéale, l'État a trouvé la solution à ces problèmes. Chaque mois, les élèves sont soumis à un examen de quotient intellectuel. Qui dit score élevé dit école d'élite, privilège, avenir tout tracé. Qui dit score bas dit internat fédéral, sans famille ni débouché. Elena Fairchild, enseignante elle-même, trouvait ça très bien jusque-là. Seulement, lorsque sa cadette échoua son test, tout ce bel équilibre commence à vaciller. Pour sa fille et contre le système, cette mère révoltée va enfin se mettre à faire des vagues, beaucoup de vagues. On est vraiment sur une dystopie, et c'est ce genre-là que j'adore. C'est pour ça que je m'attendais à l'apprécier plus que ça, mais bon. Il me reste 2 livres à vous présenter, sachant que celui-là, je l'ai terminé vraiment en 2025, et que l'autre dont je vais vous parler juste après, je l'ai terminé aujourd'hui, le 5 janvier, mais j'avais quand même envie de le mettre dans la vidéo 2025.
Donc pour cet avant-dernier roman, on est sur The Perfect Match, un livre de Lila Mars, très intéressant dans le style de dystopie. On est là sur un système où l'amour, ou comment dire, on ne cherche plus l'amour, c'est la science qui détermine avec qui on est le plus compatible et avec qui on doit se mettre en couple et se marier pour faire le plus beau couple et le couple le plus parfait. C'est ce que nous promet la science au XXIe siècle. 98,8%. Elliot peine à y croire, mais les résultats de son test de compatibilité sont sans appel. L'État américain vient de décréter scientifiquement qu'Isaac Mika est son âme sœur la plus pure, celle avec laquelle elle devra se marier et emménager dans les prochaines semaines, alors même que son cœur n'a jamais battu que pour Ashton, le petit frère d'Isaac. La classique, le triangle amoureux. Elle le savait pourtant très bien, au XXIe siècle, c'est la science qui détermine les couples autorisés à se former dans la société. N'en déplaise à son futur époux, cet être froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place, quitte à entraîner Elliot dans sa chute. Alors, la traduction, il y avait des erreurs par moment, et là, en relisant le quatrième de couverture, je me rends compte qu'il y a des constructions de phrases qui sont un peu bizarres. Bon, bref, c'est pas grave, ça reste une très bonne lecture, c'est une duologie, j'ai le deuxième livre que j'ai trouvé au pied du sapin, donc je suis très contente. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, l'histoire, la romance. On est sur un personnage qui cherche à se reconstruire après avoir découvert que son amour de jeunesse, enfin la personne qu'elle a toujours aimée, n'est pas compatible avec elle. Et donc on suit les processus de la rupture et on découvre aussi ce système américain, pourquoi il a été mis en place, comment il fonctionne. Et beaucoup de choses nous attendent dans le tome 2 qu'il me tarde de lire. Et finalement, je vais vous parler de « Et ils meurent tous les deux à la fin » que j'ai écouté, que je n'ai pas lu. Alors je l'ai en physique, mais il est chez mes parents. Encore une fois, donc je ne peux pas vous le présenter là. Où on suit l'histoire de Matteo et Rufus, qui sont tous les deux des Decker. Cela signifie qu'ils vivent leurs derniers jours sur Terre. Ils ont reçu tous les deux un appel en pleine nuit, vers minuit, 1h du matin, leur indiquant qu'il leur restait 24 heures à vivre. Pour les Decker qui reçoivent ce genre de message, il existe l'application Dernière Amie qui leur permet de vivre leur dernière journée avec une personne qui est dans la même situation qu'eux. Donc on va suivre Matteo et Rufus qui vont vivre cette dernière journée ensemble. Avec beaucoup de rebondissements, le livre se passe du coup en 24 heures, mais on a l'impression d'avoir 3 semaines de lecture, enfin d'avoir 3 semaines qui se sont passées. C'est assez fort de la part de l'auteur. Donc c'était très plaisant, pareil, c'était très bien raconté. Je crois que c'est la plateforme Lizzy avec qui Spotify est en lien. Ils ont des bons compteurs, je connais pas trop Audible, je pourrais pas trop comparer, mais en tout cas là je suis pas dérangée par ni le rythme de lecture, ni la façon avec laquelle ils mettent en vie ces personnages-là, je trouve que c'est très bien fait. Donc j'ai terminé l'année, terminé l'année avec cette lecture. Je sais qu'il existe un deuxième livre, Le premier qui meurt, je crois que c'est ça, ou un titre un peu similaire. Je sais pas de quoi ça parle, faudrait que je me renseigne. Si on en apprend plus sur comment ça fonctionne, comment les gens savent que c'est notre dernier jour à vivre sur Terre, je serais ravie de lire ce roman. Mais voilà, en tout cas j'ai passé un très bon moment avec cette lecture. Un peu dur, j'ai pas pleuré, mais la façon dont ça se termine pour l'un des deux personnages, je trouve ça rude. Mais bon, c'est comme ça. On va maintenant passer au livre que je compte lire en 2026, et on commence avec Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Là on y suit l'histoire de Violette qui fait la connaissance de Lohan, son séduisant voisin, qui devient très vite son meilleur ami, ce qui prouve ainsi que les coups de foudre platoniques entre garçons et filles existent, mais un an plus tard la situation n'est plus tout à fait la même. La petite amie de Lohan l'a quitté violemment et Violette commence à nouer une jolie idylle avec un garçon, Clément. Seule leur amitié perdure envers et contre tout. Violette fait alors une bien curieuse proposition à Lohan. Elle lui demande d'être son premier amant, bouleversant ainsi toutes les règles de leur relation amicale. Lohan hésite à mettre en danger ce qui les unit, mais il sait que si Violette a besoin de lui, il répondra présent. Cela peut tout changer entre eux, mais c'est peut-être ce dont ils avaient envie tous les deux. Peut-être que je me le garderai pour cet été. Tout à l'heure, je parlais de QI, donc j'ai envie de continuer aussi avec Vox. Et là, on est sur 100 mots par jour. Depuis l'avènement au pouvoir du parti fondamentaliste, les femmes sont soumises à ce quota absurde. Un mot de plus, un seul, et le bracelet compteur qu'elle porte au poignet envoie une décharge électrique. Aussi, lorsque Jean McClellan se voit proposer de venir en aide au frère du président, victime d'une aphasie, l'ex-docteur en neurosciences n'hésite-t-elle pas longtemps. La récompense, la possibilité de s'affranchir, et sa fille avec elle, de son quota de mots. Mais ce qu'elle va découvrir alors qu'elle recouvre la parole
pourrais bien la laisser définitivement sans voix. Il me tarde de le lire et il faut vraiment que je tienne. Ça peut être une de mes résolutions de 2026, hein, lire mes livres un peu plus rapidement ou en tout cas ne pas les laisser traîner pendant 20 ans à la page 113 et ne pas finir le roman quoi. Donc bon. À suivre. Oui, évidemment, je vais lire le tome 2 de The Perfect Match avec The Perfect Love, donc je peux pas vous lire le résumé, évidemment. Je compte aussi lire ce roman qui m'a été offert par ma meilleure amie pour Noël, qui est La lettre interdite de Lucinda Riley. Là, on y suit l'histoire de Joanna Haslam, une brillante journaliste londonienne à qui rien ne semble sourire dernièrement, qui se retrouve tirée du lit par son patron pour aller couvrir les funérailles de Sir James Harrison, célèbre acteur britannique qui vient de s'éteindre à l'âge vénérable de 95 ans. Un reportage mondain qui a peu de chances de lancer sa carrière. Et pourtant, sous le luxe et le glamour qui entourent la dynastie Harrison, Joanna ne tarde pas à remonter la piste d'un secret. Déterminée à lever le voile sur plus de 70 ans de mensonges et de mystères, la jeune femme comprend qu'elle est devenue la cible de personnes haut placées, prêtes à tout pour empêcher la vérité d'éclater. Marcus Harrison, le charismatique et très troublant petit-fils du grand acteur, sera-t-il un allié ou un ennemi dans cette quête de vérité ? Elle a visé juste, mais alors elle pouvait pas faire plus juste sur le genre de roman que j'ai envie de lire. Donc à voir, plutôt à lire en hiver étant donné que ça se passe à Londres, je pense que ça va être très brumeux, très pluvieux. Vous avez remarqué que les livres fonctionnent avec les saisons pour moi. Bref, ma copine a visé juste et il me tarde de le lire. Et j'ai envie de commencer, et ça fait longtemps que ça m'attend, commencer Witch and God de Liv Stone, et là la promise, qui est le tome 1 d'une série de je sais pas combien de livres, où on y suit l'histoire d'une jeune sorcière sans don, enjouée et pétillante qui vit tranquillement dans le monde des humains. Mais cette année, elle assiste aux côtés de ses deux puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Cette édition est particulière, les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage entre un représentant de chaque communauté. Elle est outrée d'apprendre que sa sœur est la sorcière désignée pour cette union, et plus encore lorsque le maître des dieux, Zeus, présente le futur marié, son petit-fils Démios, dieu de la terreur. Froid et arrogant, ce dernier cache une forme aussi sombre que dévastatrice. Mais Démios bouleverse les négociations en désignant lui-même la promise qu'il a choisie, la sorcière sans don, à laquelle personne ne s'attendait, est là. Voilà, donc une histoire d'amour aussi dans le genre fantastique qui va énormément me plaire, je l'espère. Si certains l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vaut le coup. Est-ce que, comme pour la saga Soit fait, c'est long au niveau des dialogues ou pas, parce que flemme de me lire des dialogues inutiles pendant 4-5 pages. Donc si vous l'avez lu, dites-moi tout. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que mes lectures vous auront donné envie. Moi en tout cas, vous les avoir présentées maintenant, ça m'a donné envie de me mettre à relire, puisque ces derniers temps, c'est vrai que je lisais pas trop. Je me suis presque forcée à finir The Perfect Match, alors que je voulais savoir la fin, mais le soir c'est tellement plus facile de scroller sur les réseaux que de se poser avec un roman, que là, les avoir tous présentés, ça me donne envie de les lire. Donc je vais essayer de me tenir un rythme de lecture. Quand j'ai commencé à vraiment lire à partir de 2020, c'est vraiment après le confinement, quand j'ai découvert la chaîne de Audrey le souffle des mots, que j'ai découvert un amour pour la lecture, et que ma bibliothèque a commencé à s'agrandir. Je lisais quasiment un roman par mois, et je me suis demandé comment est-ce que je tenais ce rythme. Je l'ai tenu qu'un an, je crois, ce rythme, mais j'ai vraiment envie de reprendre un peu, bon peut-être pas un par mois, mais un en 2 mois par exemple. Donc ça ne tient qu'à moi de me lancer là-dedans, donc évidemment je vous tiendrai au courant. Et je pense que je referai, comme j'ai fait en 2025, un point lecture en milieu d'année, donc cet été, où je vous présenterai ma pile à lire, ce qu'il me reste à lire, ce que j'ai acheté entre temps, et ce que j'ai éventuellement déjà lu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao!